Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Eptine, qui nous fait l'honneur de se lever très très tôt pour nous, pour nous parler aujourd'hui de pédagogie active. Écoute, Claire, c'est quand tu veux. Eh Et ben, merci encore. merci à toi, Charlotte. Ben oui, vraiment, merci pour cette invitation. Et puis, même si c'est un peu tôt, ça devrait bien se passer quand même. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis orthophoniste. Il est très tôt pour moi parce qu'actuellement, je vis à Montréal, au Québec, depuis 2 ans. Et voilà. Puis, bah, que vous dire? J'ai fait un master 2 en pédagogie des sciences de la santé il y a pas longtemps. Ici, qu'est-ce que je fais ici? Je travaille comme orthophoniste scolaire et puis je suis enseignante à l'université à Strasbourg depuis 2019 et puis où est-ce que je suis encore? Bah, à Montréal depuis 2023. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran. Si je fais ça, est-ce que je vous retrouve? Pas du tout. Attendez. Hop. Alors, les slides seront disponibles et puis avec l'enregistrement. Enfin, c'est Charlotte qui s'occupera de ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, ok, merci. Hop, hop, hop. Alors, eh ben, c'est parti. Alors, pour commencer, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. Vous verrez que sur les slides, il y a un petit logo Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez Euh, partagez à l'identique les slides si vous le souhaitez, mais je ne vous autorise pas à en faire une utilisation commerciale et il faut noter, bah, je devrais écrire la maternité de la créatrice. Enfin voilà, vous les réutilisez, il faut juste noter que c'est moi qui ai fait les slides. Voilà. Euh, à part ça, comment j'en suis venue à me dire que je voulais parler de pédagogie médicale? Euh, Alors, en fait, en 2019, j'ai été sollicitée pour donner des cours, puis bah, j'étais vraiment, vraiment ravie. J'avais une petite idée de ce que je voulais, ce que j'allais pouvoir proposer comme contenu. J'avais lu les objectifs pédagogiques du cours et tout. J'étais là, bon, ça devrait aller. Mais j'étais quand même vraiment inquiète parce que j'avais aucune stratégie pédagogique. Bon, ma première crainte, c'était que les étudiantes, elles rigolent pas à mes blagues. Bon, voilà, ça, c'était le premier truc. Puis, mais sinon, je vais vous montrer un petit florilège de mes craintes et puis des réponses de mes proches. Bah, je me disais, non, mais si les étudiantes, elles s'ennuient pendant mon cours. Et mes proches, attendez, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Voilà. Mes proches me disaient, bah, t'as été à l'école pendant des années, t'as qu'à reproduire ce que t'as apprécié, et puis de toute façon, je suis sûre que tu seras une super prof. Ok. Euh, je me disais, le pire, ce serait qu'elles me disent que c'est tellement théorique que le cours n'a servi à rien. Je me disais, ben non, là, on forme des orthophonistes, c'est pas ça. Puis les proches me disaient, mais t'inquiète, tu fais des cas cliniques à la fin, elles pourront mettre en pratique, elles vont adorer. Ok. Euh, et puis je me disais aussi, mais si personne ne participe ou ne pose des questions, personne. Et puis mes proches me disaient, bah t'inquiète, les élèves, les bonnes élèves, elles auront toujours des questions. Alors effectivement, eh bien tout ça c'est à peu près passé. Mon cours, j'étais moyennement rassurée avant de commencer, mais ça s'est plutôt bien passé. Mais depuis, j'ai fait des formations en pédagogie et j'ai appris qu'il existait des stratégies pédagogiques et qu'il n'y avait pas juste de bons ou de mauvais profs. Et que l'intuition pour mener un cours, bah, c'est super de faire en fonction de comment nous on a été formés, de ce qu'on a aimé, mais c'est pas forcément suffisant. Alors quand Charlotte m'a proposé de faire cette intervention, je me suis dit que j'allais partager mes nouvelles connaissances en pédagogie qui serviront peut-être à d'autres. Voilà. Alors, de quoi on va parler? Euh, Hop, on va juste parler de bah, la pédagogie active. Qu'est-ce que c'est? On va parler des trois grands principes. Je vous montrerai un exemple concret et puis ensuite on pourra voir vos questions et vos remarques et vos commentaires. Voilà. Mais j'ai tout de suite une question pour vous. Hop. Je vais vous proposer d'aller rapidement sur WooClap. Donc, soit vous pouvez scanner le QR code, soit je vais vous mettre le lien dans la conversation. Il est où? Il est là.
Ok, vous êtes déjà 6 ou 7 en ligne, c'est parfait. Hop. Alors, je vais vous demander d'écrire les 2 mots qui vous viennent en tête si je vous dis pédagogie active. Est-ce que vous êtes bien connecté ou est-ce que ça ne marche pas? Ça marche. Super, merci Christine. Ok, alors on voit apparaître implication, engagement, interaction, ok, faire réfléchir, pratique, ok, rythme plus personnel, c'est intéressant, échange, ah oui, je pense que le inversé, ça devait être classe inversée, mais je vois pas classe. Motivation, ça part de l'apprenant, effectivement, il y a plein de choses comme ça. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vais vous... je- Ah, il y a encore quelque chose qui est apparu, mais je ne sais pas ce qui est apparu. Bon, c'est pas grave. Ok, ben, on va voir tout ça, puis voilà. Alors, la pédagogie active, ce sont les stratégies durant lesquelles la participation active des étudiants constitue le principal catalyseur du développement, de la structuration de leur savoir, de leurs habiletés et de leurs attitudes. Youpi. Bon, avec ça, c'est une belle définition, hein. Vous savez, j'ai trouvé ça dans un dictionnaire. Mais on n'est pas trop rendu avec, OK, qu'est-ce que je fais de ça en cours? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 3 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est de partir d'une situation concrète. Le deuxième, c'est d'explorer ce que les étudiants savent déjà. Et le dernier, c'est de favoriser les interactions entre et avec les étudiants et les étudiantes. Et ces principes, ils sont universels, quel que soit le contexte. Ça, c'est intéressant parce que on pourrait penser que, en fait, la pédagogie active, c'est pas possible de la mettre en place dans des cours magistraux. C'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs. Mais en fait, même dans des cours magistraux, même avec des promos d'une centaine d'étudiants, c'est possible de faire de la pédagogie active. C'est juste les outils qui vont changer. Ça marche. Alors, très souvent, on se dit que bah, la théorie, on va en faire, on va en faire, on va en faire. Et puis au-dessus, la touche finale, ça va être la pratique et on va la voir en stage. Bon. Euh, et donc la théorie, on la voit en cours, en cours, en cours, en cours. Et puis, c'est seulement en stage que les étudiants vont pouvoir mettre en pratique. Quand on pense comme ça, ce que ça implique, c'est que souvent les étudiants nous disent, ouais, mais ce que je vois en stage, c'est pas vraiment ce qu'on voit en cours. Puis j'arrive pas à faire des liens entre la théorie et la pratique. Puis on nous dit aussi que bah, si c'est un bon étudiant, il va réussir à faire les liens. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que des bons étudiants, déjà. Et puis, bah, même pour les bons étudiants, c'est pas facile. Et donc, finalement, de partir d'une situation concrète en cours, ça permet de rajouter de la pratique au milieu de la théorie. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi il faudrait qu'on parte d'une situation authentique et concrète, pardon? Eh bien, c'est déjà de se mettre dans une place de futur professionnel dès le début de notre cours, d'améliorer la qualité de la mémorisation, de favoriser le transfert des apprentissages entre les différents cours, et puis d'augmenter la motivation des étudiants. Parce qu'en fait, on va contextualiser les apprentissages. On ne va pas juste leur dire, il faut que vous... on va pas juste leur dire, bah, voilà tout ce qu'on a appris, et puis ensuite on l'applique. On leur dit déjà comment on va pouvoir l'appliquer. On leur pose un problème au départ, et puis après on leur donne la théorie en rapport avec ce problème de départ. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, on part vraiment d'une situation authentique. Je vais vous donner des exemples juste après. Authentique dans le sens où ça pourrait exister dans la vraie vie d'un orthophoniste, d'un logopède. Enfin voilà, ça marche dans toutes les situations, hein, dans toutes les formations professionnalisantes. Mais là, on va partir vraiment de bah, un parent vous appelle avec cette plainte-là, puis on pourrait dérouler des choses, voir ce que ça implique dans notre raisonnement.
On va le faire dès le début du cours. On va donner cette situation concrète dès le départ. Donc, en fait, les cas cliniques, c'est pas forcément à la fin du cours, comme j'aurais pu l'imaginer au départ. Je m'étais dit, bah, faut leur donner la théorie et puis ensuite, ils mettront en pratique notre petit millefeuille que je vous ai montré avant. On va donner des informations, mais pas la solution au problème. Donc, en fait, de cette situation authentique, on va leur donner des infos, mais on va pas leur dire exactement, bah, voilà ce que l'enfant avait. Bah non, là, on va vraiment leur poser le problème et leur donner des informations pour que, bah, ils puissent éventuellement résoudre le problème. On va questionner les étudiants. On va donner du contenu en faisant du lien avec la situation concrète. Donc, on a cette situation de départ, on fait réfléchir les étudiants dessus, puis ensuite on leur donne du contenu en rapport avec cette situation pour qu'ils puissent résoudre en fait la situation. Et on se détache du contenu pour décontextualiser. Donc, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on va se dire, OK, on se détache de la situation pour pouvoir prendre du recul, puis se dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait, de quoi on a besoin comme connaissance pour résoudre cette situation? Donc, on décontextualise. Et puis ensuite, on va recontextualiser en élargissant à d'autres situations. Ça, c'est le fameux cycle CDR, la contextualisation, la décontextualisation et la recontextualisation. Donc, on contextualise en partant d'une situation authentique, on décontextualise en apportant du contenu théorique, et puis on recontextualise en généralisant à d'autres situations que la situation de départ. Ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, j'ai fait 1 an de Master 2 en pédagogie. S'il y a un truc que j'ai retenu, c'est ça. Tout le reste, j'ai oublié, mais ça, c'est à peu près ancré. Voilà, s'ils m'entendaient, mon Dieu. Euh, donc, voilà. Alors, quelques idées pour partir d'une situation concrète dans un cours en orthophonie. Eh bien, c'est par exemple de visionner une vidéo ou d'écouter un enregistrement de patient ou de patiente, de lire une anamnèse, pourquoi pas, lire un compte-rendu de bilan, de donner le protocole d'une épreuve de bilan, de lire ou d'écouter le témoignage d'une patiente ou d'un patient sur la relation thérapeutique, ou par exemple de regarder la vidéo du repas d'un patient dysphagique, sans avoir les connaissances. Donc on a bien dit, c'est des activités à réaliser en début de cours, avant tout apport de contenu, pour en fait partir d'une situation. Voilà. Donc voilà pour le principe numéro 1. Le principe 2, c'est d'explorer ce que les étudiants savent déjà. Moi, quand j'étais étudiante, je pensais que tout s'apprenait en cours. Vous savez, j'étais un peu le stéréotype de la bonne élève, là. Moi, je me mets pas en action, on me donne du contenu, j'apprends le contenu, j'applique le contenu. Voilà, je faisais ça. Ça marchait bien, hein. Enfin, vous voyez, j'ai eu mon diplôme et tout ça, mais en réalité, c'est pas ça qui se passe quand on apprend des trucs. C'est pas, il n'y a pas rien au départ et puis on apprend des choses. Non, en fait, les étudiants et les étudiantes et puis tout le monde, en fait, tous les apprenants ont déjà des connaissances au départ. Et puis l'apprentissage permet de rajouter des connaissances et de les lier aux anciennes, en fait. Parce qu'on ne part pas de rien, on part de nos connaissances d'avant. Et en fait, ce qu'on sait, les étudiants, les étudiantes, ils savent déjà beaucoup de choses et il faut les aider à transformer ce qu'ils savent déjà en quelque chose de plus pertinent et ou de plus actuel. Parce que c'est ça aussi, c'est que les connaissances antérieures, parfois, elles sont obsolètes, elles peuvent être erronées aussi, elles peuvent être, ça peut aussi être des choses où des liens se font sur des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les connaissances antérieures ou les représentations antérieures. Alors, pourquoi est-ce qu'on va explorer les connaissances antérieures? L'idée, c'est d'activer les connaissances et d'en prendre conscience. Donc, pour les étudiants, de se rendre compte que hey, j'ai déjà des connaissances, puis l'enseignant vient les activer. De favoriser la mise en lien avec les nouvelles connaissances. En fait, on va apporter du contenu, mais si on a déjà activé les anciennes, ça permet de faire des liens plus facilement. Ça permet aussi de repérer les méconnaissances, donc de permettre leur déconstruction et de cibler les nouvelles connaissances à acquérir. Donc de pouvoir se dire, ah ok, ils en sont là. Donc moi, je vais devoir apporter ça comme contenu. Puis d'établir des liens explicites entre ces connaissances intérieures et les nouveaux apprentissages. Donc vraiment d'être, ok, je me souviens que vous m'avez dit tout ça. Dans le contenu que je vous dis, on peut le raccrocher à ce moment-là. Donc d'être vraiment explicite
dans ce qu'on veut leur proposer. Quelques idées pour explorer ce que les étudiants savent déjà. C'est de faire un tour de table, par exemple, durant lequel les étudiants et les étudiantes partagent leurs expériences. Alors, c'est sûr que le tour de table avec une centaine d'étudiants, c'est long. De manière générale, un tour de table, c'est long, d'ailleurs. Donc, il y a des techniques qui existent aussi pour que les tours de table soient plus faciles. Mais si on est avec un petit groupe d'étudiants, ça peut être intéressant de leur proposer de partager leurs expériences s'ils en ont envie. Demander leur avis sur une situation concrète. De faire un brainstorming sur ce qu'évoque un concept, donc de vraiment leur poser un peu ce que j'ai fait au début là. Je vous dis, ok, c'est quoi la pédagogie active pour vous? Et puis vous avez proposé des mots, donc ça permet de réfléchir un peu à tout ça. De faire une carte conceptuelle sur un sujet. Donc, on peut leur demander, leur donner un sujet avec éventuellement quelques termes liés à ce sujet, et ils doivent faire une carte conceptuelle à partir de ça, à partir des termes, à partir de ce qu'ils savent déjà. Et puis, ils peuvent la compléter ou la modifier au fur et à mesure de l'apprentissage de nouvelles connaissances. C'est un exercice qui est intéressant, qui n'est pas facile, qui prend un peu de temps, mais qui peut vraiment être très pertinent, justement, pour aller activer ses connaissances et puis les compléter au fur et à mesure. Puis qu'ils prennent conscience qu'ils les complètent. Et puis, on peut aussi faire un tableau qu'on appelle un tableau SVA. Au début du cours, enfin, c'est un tableau à 3 colonnes, ce que je sais, ce que je veux savoir et ce que j'ai appris. Donc, on peut leur demander, voilà, vous remplissez la colonne ce que je sais sur ce sujet, ce que vous aimeriez savoir sur ce sujet, et puis à la fin, on complétera en mettant ce que j'ai appris. Évidemment, si on fait ça, il faut vraiment prévoir du temps à la fin pour que les étudiants aient l'opportunité de remplir ce tableau-là sur la dernière colonne. Parce que si on leur propose pas de le faire, très souvent, ils vont oublier, ce qui est logique là. Enfin, voilà. Je vous ai pas dit, mais si vous avez des questions pendant que je parle, vous pouvez m'interrompre, en vrai. Vraiment, n'hésitez pas. C'est juste que je vois pas si vous levez votre main. Donc, bref, prenez la parole comme ça. Voilà. Alors, si on essaie de lier en fait le principe 1 et le principe 2, le fait de partir d'une situation concrète en explorant les connaissances des étudiants, en fait, on va vraiment pouvoir faire ce lien-là. Alors, la situation concrète, je vous avais proposé écouter une vidéo ou un enregistrement d'une patiente. Donc, vous leur mettez la vidéo ou l'enregistrement, et puis vous allez leur demander, est-ce que vous pensez qu'Anna parle comme ce qui est attendu à 4 ans et demi? Parce que c'était une enfant de 4 ans et demi, hein, on est d'accord. Et puis, par exemple, vous pourriez dire, décrivez les difficultés de langage que vous percevez dans la vidéo. Évidemment, là, ils vont vous dire, oui, mais on n'a pas les mots. Mais c'est pas grave, vous décrivez avec vos mots. Puis ensuite, justement, dans le contenu du cours, on pourra répondre à, OK, comment ça se dit ça? Vous savez faire des débuts de ce qu'on appelle des transformations sémantiques. C'est-à-dire que entre, oh ben, on le comprend pas quand il parle. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est inintelligible. Voilà, ça, c'est par exemple une transformation sémantique, et puis ça permet de vraiment partir de leurs connaissances et de leurs observations. Lire une anamnèse, donc on leur donne une anamnèse, et puis on pourrait leur demander, ok, d'après vous, quelles sont les informations pertinentes dans cette anamnèse? Quelles sont les informations non pertinentes? Quelles sont les informations manquantes, par exemple? Et puis ensuite, évidemment, on leur donne du contenu et puis on leur donne un feedback sur l'exercice du départ. On peut lire un compte-rendu de bilan. Par exemple, à partir de ces éléments, quel serait votre diagnostic? On ne leur met pas le diagnostic dans le bilan. S'il y est déjà, il n'y a pas de raison de leur poser la question. Bon. Ou bien, s'il manque des informations pour poser le diagnostic, on pourrait leur dire quels éléments manquent pas pour avoir les informations, pardon, pour poser le diagnostic. Voilà, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. Montrer une épreuve de bilan et puis de leur demander, à votre avis, quel est l'objectif de cette épreuve? Alors, on peut le faire en ayant juste la consigne, en ayant juste la feuille du bilan, ou bien par exemple en leur montrant une vidéo de passation d'un bilan et de leur demander, OK, c'est quoi l'objectif de cette épreuve? Puis de voir, à votre avis, est-ce que c'est réussi là ou est-ce que c'est pas réussi? Si je vous dis que l'enfant il a 8 ans, est-ce que vous trouvez que c'est réussi? On ne sait pas. Si je vous dis que l'enfant il a 10 ans, ah ouais, alors là, il a l'air vraiment en difficulté. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, en fait, ça permet vraiment de venir partir de la situation concrète tout en activant leur connaissance antérieure.
et aussi en stimulant leur raisonnement intuitif, en fait. Ok, là, qu'est-ce que j'en pense? Puis après, bien sûr, on va venir affiner ce raisonnement-là, mais déjà juste de se dire, ok, c'est quoi que je pense de tout ça? On pourrait aussi, bah, si on leur propose de lire ou d'écouter le témoignage d'un patient ou d'une patiente sur la relation thérapeutique, on pourrait juste leur demander qu'est-ce que ce témoignage vous évoque, par exemple. Puis de voir un peu ce que ça vient chercher aussi comme réflexion là-dessus. Regardez la vidéo du repas d'un patient dysphagique et puis on pourrait leur dire pour quelles raisons, selon vous, le patient est-il installé dans cette position? Et donc de voir, bah, voilà, qu'est-ce que ça vient chercher? Est-ce qu'ils se sont rendus compte déjà que le patient était dans une position particulière? Est-ce que, est-ce qu'ils se disent, bah, tiens, on s'était pas dit que c'était important? Enfin, voilà, des choses comme ça. Voilà pour les principes 1 et 2. Ça va pour vous? Ouais? Ok. Et puis le principe numéro 3, c'est de favoriser les interactions. Alors, pour favoriser les interactions, on a quelques principes. Notamment, c'est de poser des questions précises, ciblées et, si possible, ouvertes. Euh, L'une des pistes aussi, c'est d'éviter d'utiliser pourquoi, qui amène en fait l'étudiant à devoir se justifier, et puis de préférer des formulations plus ouvertes comme comment avez-vous su que vous deviez utiliser des stratégies de pédagogie active dans ce cours-là? Comment avez-vous su que vous deviez proposer cette épreuve-là à cet enfant? Voilà, des choses comme ça qui permettent en fait de pas forcément réciter le cours en essayant de se justifier, mais vraiment de partir de notre situation. Comment j'ai su que je devais faire ça? Ah oui, voilà. Donc ça peut être intéressant. Ce qui est aussi important, c'est de laisser le temps aux étudiants de répondre. Et il faudrait leur laisser de 3 à 6 secondes. C'est long, hein? Parce que souvent, quand on dit, comme j'ai fait avant, vous avez vu ce que j'ai fait avant? Vous avez des questions? J'ai pas du tout attendu 3 à 6 secondes. Pas du tout, c'est pas bien du tout. On va dire que c'est à cause du matin très tôt. Non, en réalité, en fait, si on pose pas si on leur laisse pas le temps de répondre, bah ils ont pas le temps de se mettre en mouvement. Pardon. Souvent, eux, ils savent pas qu'on va leur poser une question. Donc, si on leur laisse pas le temps, bah voilà. Euh, pour favoriser les interactions, ça peut aussi être intéressant de préférer l'anonymat des réponses. Donc, par exemple, de faire du vote interactif. Moi, c'est quelque chose qui a été très mentionné dans mes... Vous savez, je demande une évaluation de mon enseignement à mes étudiants. Et il y en a beaucoup qui ont dit, ah, c'est vraiment trop cool que on sache pas, enfin, que vous sachiez pas qui répond. Ça nous laisse beaucoup plus de... Enfin, ils osent beaucoup plus, en fait. Puisque moi, je vais faire une rétroaction globale. Donc oui, effectivement, il y en a souvent certains qui se trompent, mais je ne sais pas qui s'est trompé. En revanche, moi, ce que ça me permet, par exemple, les votes interactifs, c'est de me dire... donc, il y a plein d'outils hein, sur les votes interactifs. Moi, j'utilise WooClap, mais il y a Mentimeter, il y a Kahoot, il y a... je sais pas quoi, enfin, il y en a tout plein. Euh, Moi, ce que ça me permet aussi de leur proposer de voter comme ça, c'est que je vois l'ensemble, en fait, des réponses. C'est-à-dire que je me dis, OK, là, tout le monde a faux. C'est peut-être qu'ils n'ont pas compris ma question, ou peut-être que j'ai mal expliqué. Ou bien si je vois que bah, il y a la grande majorité qui a tout juste, je me dis bah, peut-être que mes questions, elles sont pas assez difficiles ou elles sont pas assez discriminantes. Je peux me dire aussi bah, que tout le monde a compris et que c'est cool. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous votez avec les votes interactifs, c'est pas de faire comme j'ai fait avant, où tous les mots, par exemple, se sont affichés tout de suite. L'idée, c'est surtout de ne pas montrer les réponses, de laisser du temps pour tout le monde de répondre. Puis une fois que vous avez une majorité de personnes qui a répondu, parce qu'on voit hein, le nombre de personnes qui ont répondu, là, on montre les réponses de tout le monde. Parce que si les gens y voient les réponses s'afficher, eh ben, c'est très souvent les plus rapides qui ont réfléchi, puis les moins rapides c'est-à-dire ceux qu'on vise, parce que c'est souvent aussi les élèves les plus en difficulté, ils vont se dire, oh, bah, en fait, je vais répondre comme les autres. Donc, si on veut laisser vraiment le temps aux étudiants de répondre, bah, on cache les réponses, puis ensuite, on les montre pour tout le monde. Et puis, on peut aussi proposer des outils pour que tout le monde puisse s'exprimer, et pas ceux qui veulent s'exprimer à l'oral. Donc, on peut utiliser par exemple des post-it. Tout le monde écrit un truc sur un post-it, on vient coller les post-it, tout ça. On peut utiliser des murs interactifs.
On peut utiliser des forums. Enfin, il y a vraiment plusieurs outils qui existent pour éviter d'être toujours dans bah, c'est les bons élèves qui vont répondre parce que effectivement, c'est c'est important de laisser à tout le monde l'opportunité de répondre et pas uniquement les bons élèves. Euh, Moi, quand je suis en formation, souvent je vais me former sur des trucs que je maîtrise déjà. C'est vraiment un truc de bon élève, ça. Et donc, bah, en fait, je réponds vite. Voilà. Bon, bah c'est cool, mais sauf que l'autre fois, j'étais à une formation où j'étais pas du tout bonne. Mais genre, pas quoi. Ah, puis la formatrice nous a fait écouter des voix, et des voix de personnes. Et il fallait dire ce que c'était. Autant dire que je suis d'une nullité absolue là-dedans. Et elle l'a fait en quiz de rapidité. Bah en fait, au bout de la deuxième voix, j'ai arrêté d'écouter. Parce qu'il y avait des gens beaucoup plus forts que moi. Et donc, bah, ils faisaient des propositions. Puis moi, j'étais là, ah ouais, ça doit être ça. En fait, je m'arrêtais de réfléchir à partir du moment où quelqu'un donnait une réponse. Et donc, c'est important, ça, de laisser du temps et puis bah, de permettre à tout le monde de répondre et pas seulement à ceux qui sont les plus rapides. Parce que c'est décourageant pour ceux qui sont pas très rapides, en vrai. Voilà. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, c'était quoi un mur interactif? Ah, un mur interactif. Alors, bah, par exemple, il y a ça sur WooClap. Tu peux... En fait, tu peux avoir un mur de messages. Et donc, si tu l'actives, bah, les étudiants, ils peuvent poser, tu sais, tu peux leur dire, bah, je laisse le mur ouvert pendant la pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Puis, ils peuvent poser des questions. Et puis, toi, par exemple, tu prévois d'y répondre juste après la pause, par exemple. Euh, j'ai aussi des collègues qui laissent, par exemple, ouvert le mur tout le temps. Et puis, les étudiants posent des questions dessus entre les cours. Et elle y répond, en fait, bah, au début du cours d'après. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Non? Ok, très bien. Euh, et alors, ben, vous allez me dire, mais en fait, la pédagogie active, c'est souvent des groupes. Tu nous as pas parlé des groupes. Alors, effectivement, les travaux de groupe, ben, c'est important. D'après les socioconstructivistes, je ne vais pas vous faire un cours de pédagogie là, mais c'est des gens qui pensent qu'on apprend mieux en groupe que tout seul. Ce qui n'est pas complètement faux. Et puis, en fait, les travaux de groupe, ça peut se mettre en place à n'importe quel moment. Au début du cours, ça permet d'activer et de mettre en commun les connaissances antérieures. Donc, par exemple, tout ce que je vous ai dit avant sur, bah, on parle de la situation concrète, par exemple, bah, on pourrait le faire en petits groupes, puis mettre en commun, par exemple. Pendant le cours, eh ben, ça permet de favoriser l'appropriation de nouvelles connaissances, de rythmer le cours et puis de majorer l'attention quand on les met en groupe. Et à la fin du cours, ça peut permettre, par exemple, de construire une synthèse si on les met en groupe. C'est pertinent donc à tous les moments du cours de les faire travailler en groupe. Il faut quand même faire attention à une lassitude possible des étudiants s'il y a trop de travaux de groupe. Euh, Parce que si tous les enseignants de leur journée font des travaux de groupe, au bout d'un moment, les étudiants, ils sont tannés, comme on dirait au Québec. Et c'est bien normal parce que, ben, en fait, on n'a pas tout le temps envie de travailler en groupe, ça peut être lourd. Voilà. Alors, les travaux de groupe ponctuels comme ça dans un cours, c'est plutôt le fun et puis souvent, ils aiment bien ça. Mais je pense surtout aux travaux de groupe notés. Et en fait, il y a ça, moi je me souviens pendant mes études, il y avait ça dans beaucoup de cours. Et au bout d'un moment, en fait, on en avait assez de devoir travailler en groupe, surtout dans des grands groupes. Enfin voilà. Donc, quand il y a des évaluations en groupe, c'est intéressant d'y réfléchir de manière générale au niveau de la stratégie pédagogique du département, pour pas qu'il y en ait trop non plus, parce que ça peut être lassant en fait pour les étudiants. Mais comment on fait concrètement pour organiser les travaux de groupe? Alors, si possible, on dispose les tables en îlot. Ça, c'est intéressant. Ça peut être possible même dans des grandes salles. On peut par exemple demander aux étudiants de le faire avant qu'on arrive. Donc en fait, de leur dire, ben, pour la semaine prochaine, ce serait bien qu'il y ait 3 personnes qui viennent et puis qui mettent les tables en îlot. Voilà. D'expliquer aux étudiants l'intérêt de travailler en groupe. Donc aussi de les faire réfléchir sur, OK, je vais vous faire travailler en groupe. Puis par exemple, ça va être évalué. À votre avis, à quoi ça sert? Enfin voilà.
De constituer des groupes de petite taille, donc pas qu'il y ait trop de monde en fait dans les groupes, parce que c'est difficile de travailler à beaucoup de personnes. Euh, Si vous faites des groupes régulièrement, même sans évaluation, c'est important d'encourager les étudiants à pas toujours travailler avec les mêmes personnes. Donc, pour que ce soit plus le fun, vous pouvez par exemple les faire piocher un truc au début du cours ou faire un tirage au sort. Et puis, bah, en fait, c'est le tirage au sort qui fait les groupes plutôt que d'être toujours avec les personnes par affinité. C'est intéressant par affinité, mais si on peut mixer de temps en temps les personnes, ça peut être intéressant également. Si nécessaire, évidemment, on précise les règles, que tout doit se faire dans la bienveillance, dans le respect des opinions de tout le monde, voilà. Donner des consignes claires sur ce qu'on attend des étudiants, de circuler entre les groupes quand vous les faites travailler en groupe pendant un cours, et puis de prévoir un temps de restitution. Ça, le temps de restitution, c'est vraiment, vraiment important. Donc, comment on peut faire? L'enseignant communique les consignes au groupe, il travaille en groupe, un rapporteur par groupe restitue à tout le monde les résultats du travail et évidemment, à la fin, l'enseignant fait la synthèse des restitutions et conclut. Ça, c'est hyper important parce que si on n'a pas cette dernière partie, les étudiants, ils partent avec plein de connaissances disparates, puis souvent, ils ont du mal à les mettre en commun. Donc là, cette dernière étape, c'est d'ailleurs pas facile du tout pour les enseignants de faire la synthèse de tout ce qui a été dit parce que ça se fait très souvent en direct. Mais c'est vraiment important pour les étudiants d'avoir cette synthèse-là. Et puis, quelques idées. Euh, c'est par exemple de répondre à une question en formulant une proposition commune, de porter un regard critique commun sur une vidéo, un site web, enfin, ça peut être plein de choses, de construire une carte conceptuelle à plusieurs et de venir l'expliquer aux autres. Ça, c'est un exercice que j'ai déjà fait. J'étais partie d'articles scientifiques. Puis, chaque groupe devait lire un article, faire une carte conceptuelle et venir présenter la carte conceptuelle à la classe. Donc, ça, c'était intéressant aussi parce que les autres avaient une explication d'un article sans pour autant avoir eu besoin de le lire et de le décortiquer eux-mêmes. Voilà. On peut aussi réaliser un jeu de rôle, puis s'auto-évaluer ensuite. Donc, vous pourriez avoir deux personnes qui font le jeu de rôle et puis un observateur. Puis l'observateur, et à la fin, tout le monde évalue et puis vient donner un feedback. OK, comment je me suis sentie, moi, en tant qu'orthophoniste? Comment je me suis sentie en tant que patient? Qu'est-ce que j'ai pensé de ta rétroaction? Et puis la dernière personne qui va vraiment faire un- qui va avoir une vision plus globale. Ça peut être intéressant aussi. Ou bien de travailler sur un cas clinique à plusieurs. Ça peut aussi être une bonne idée pour favoriser les interactions. Voilà. Alors évidemment, il y a des belles stratégies pédagogiques qui existent pour de la pédagogie active. Alors, je vous les ai mis là, je ne les ai pas détaillées parce que souvent, ça demande euh, beaucoup d'investissement pédagogique et une grande ingénierie. Vous voyez, mais on pourrait avoir de l'enseignement par les pairs. Donc, c'est la méthode où où les étudiants démontrent leur compréhension par rapport à un sujet, partagent leur expérience avec leurs pairs au travers d'activités interactives. Donc, c'est clairement la classe inversée. Euh, L'apprentissage collaboratif, donc vous travaillez en groupe, l'apprentissage par projet, la méthode, c'est une méthode où les étudiants, seuls ou en équipe, planifient et mettent en œuvre un projet concret. L'apprentissage expérientiel, donc on réalise des tâches au travers de situations réelles et authentiques. L'apprentissage par le cas, donc c'est vraiment la méthode des cas cliniques. Et puis l'enseignement explicite, où en fait, par exemple, l'étudiant voit l'enseignant démontrer quelque chose, et ensuite, eux, ils le reproduisent. Voilà. En orthophonie, c'est un peu plus dur, mais ça peut être intéressant, par exemple, à partir d'une vidéo. Donc, ils nous voient faire sur une vidéo, ou ils nous voient faire en vrai, et puis ensuite, ils refont la même chose. Voilà, mais ça peut demander un peu d'organisation. Voilà. Donc, voilà pour les grands principes. Si on part d'un exemple concret, alors, en fait, moi, l'année dernière, j'ai commencé à enseigner à l'Université de Montréal. Donc, c'était en première année de maîtrise en orthophonie. Ils étaient 72, les étudiants. C'est une grosse promo, 72. Moi, j'étais plutôt habituée à 30. Donc, ça m'a fait un peu bizarre là, de les voir toutes devant moi. Mais en fait, ce que j'ai fait, je suis partie d'une affirmation et j'ai demandé aux étudiants de se positionner. Je leur ai dit, en France, on croit qu'au Québec, les professionnels de santé sont fantastiques et ils sont d'excellents communicants. Moi, j'avais vraiment cette vision-là. Et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient.
Bon, en fait, ils étaient un peu moins d'accord que moi, hein, voilà. Parce que eux, ils sont vraiment allés voir des professionnels de santé. Donc ça me permet de prendre en compte leur expérience et de partir d'une situation authentique ou d'une affirmation, un truc qui est vraiment vrai, que moi je pensais, puis je suis sûre que je suis pas la seule à penser ça. Ensuite, j'ai demandé aux étudiants de réfléchir à une situation personnelle parce qu'on était sur de la communication professionnelle. C'était, je crois, leur deuxième cours de l'année. Voilà, ils n'avaient jamais fait d'orthophonie avant, donc wouh! Donc je suis partie de leur situation personnelle, de l'analyser, d'en discuter en binôme, puis de noter leurs observations. Donc voilà, j'ai mis une petite consigne. Je leur ai mis un petit QR code pour qu'ils puissent aller sur WooClap. Et donc là, ça a permis de partir d'une situation concrète toujours. Donc là, ils partent de leur expérience personnelle. Et puis de favoriser les interactions, puisqu'on va leur demander, OK, vous y réfléchissez, vous notez ce qui vous font penser que le soignant était un bon communicant, les éléments qui vous font penser que le soignant devrait améliorer sa manière de communiquer, puis ensuite vous partagez avec votre voisin et vous remplissez ensemble le sondage WooClap. Ensuite, eh bien, vous voyez, on avait des avis qui sont apparus sur le mur WooClap. Et puis, bah, moi, mon job, c'était de les synthétiser. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'était les négatifs, hein, ne se remet jamais en question, invalider les inquiétudes, enfin voilà. Et puis, ce qui était bien, il prenait au sérieux, au contraire, les inquiétudes, il répond aux questions, enfin voilà. Et puis, donc ça, pardon, on est toujours pareil, hein, c'est une situation concrète, on prend en compte leur expérience et on favorise les interactions. Et puis enfin, on va apporter du contenu en rapport avec cette situation. Donc, quels sont les 5 principes pour une communication efficace? Puis je leur ai listé ce qui est dit dans la littérature et puis on a pu en discuter. Et donc, en fait, c'est vraiment le contenu qui vient éclairer la situation concrète. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais? Eh bien, très bien. Alors, je vois qu'il est presque l'heure. Donc, les messages clés que moi, je voulais vous faire passer dans cette présentation, eh bien, c'est que des stratégies d'enseignement efficaces existent pour favoriser la participation, la motivation et l'apprentissage des étudiants, et elles ne nécessitent pas une grande ingénierie pédagogique. Euh, Elles peuvent se mettre en place en groupe, mais aussi en individuel et en cours magistral. La pédagogie active permet de créer des liens avec l'enseignant ou l'enseignante, mais aussi entre les étudiants entre eux. Puis ça, c'est vraiment intéressant également. Et donc, je vous souhaite de super cours actifs. Voilà. Je vous laisserai les références de ce que je vous ai raconté. Et puis, pour aller plus loin, je vous conseille ces 2 livres-là qui sont très intéressants. Il y a aussi un MOOC qui s'appelle Se former pour enseigner dans le supérieur, où il y a une partie sur la pédagogie active. Et puis sinon, vous avez aussi le site du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal qui donne plein d'outils. Voilà, et qui vous permettront sûrement d'en savoir plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre participation. Quelles sont vos remarques et vos questions? Merci beaucoup, Claire. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Et puis moi, ça me fait des liens avec les formations que je donne, bien sûr, mais aussi avec la pratique clinique, notamment avec les techniques d'entretien motivationnel, par exemple. Et puis voilà, où en fait les apprenants, là, ce serait les patients, les parents, le fait de faire des liens, de savoir ce qu'ils savent déjà, de partir aussi de leur représentation antérieure, par exemple, sur le développement du langage pour les parents. Tout à fait. Et voilà, du coup, je pense que je me replongerai dans la présentation parce qu'il y a vraiment des trucs. Tu sais, je sens que je cogite et tout, là, que je réfléchis à des Voilà, trucs comme. c'est des principes d'andragogie, donc vraiment de l'enseignement aux adultes. Et c'est pas exactement la même chose que d'enseigner à des enfants, là. Puis, et donc, je trouve que c'est vraiment... oui, moi, ça nourrit aussi beaucoup ma pratique clinique, tout à fait. Ça me fait... les parents sont des apprenants, puis nous aussi, on est des apprenants. Bah ouais, c'est ça, de toute façon, tout le temps, quoi. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à intervenir directement pendant le temps qu'on a Claire sous la main. Alors, j'ai listé mon courriel hein, dans la présentation, donc Mm. si vous avez des questions en particulier, vous pouvez aussi m'écrire par courriel.
Je mets un peu de temps à répondre, mais je finis par répondre. Moi, c'est pas tant une question, mais une remarque générale, ça mériterait presque un temps vachement plus long pour qu'on ait le temps de tester un truc. Oui. Mais Charlotte, elle a dit 45 minutes. Moi, je suis d'accord. Donc, mais tout à Non, ce que je voulais dire, c'est que ce format, il pourrait être adapté sur un format qui serait pas gratuit, qui serait payant, et on passerait du temps à réfléchir à comment créer des supports. Enfin, moi, je serais prenante en tout cas. C'est hyper intéressant. Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout pensé à l'orthophonie en première intention. Je sais pas pourquoi je suis partie sur la formation d'adultes, mais dans l'animation, en me disant qu'en fait, il y a plein de contextes. Enfin, je me suis basée sur une de mes expériences à moi où j'ai formé au BAFA. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça aussi, en fait, et on peut le réutiliser dans tellement de choses différentes. Et fait. ouais, c'est intéressant. C'est vraiment des stratégies qui sont applicables quel que soit le contexte, que ce soit sur des stratégies pour le BAFA, en orthophonie, dans tous les domaines en fait. Mm. Oui, c'est vraiment. Bah, c'est bien là d'ailleurs, parce que ça permet de généraliser. Mais ouais, fais un truc plus long. Oui, merci Julie, j'y penserai, tu seras la première informée. Voilà. Merci Claire, c'est toujours hyper clair. J'adore tes PowerPoint et tout ça, on se régale. Moi, je me disais, ça peut aussi valoir le coup de proposer aussi des échanges entre étudiants, soit entre étudiants d'universités différentes, soit carrément avec les Québécois, là, pour aussi avoir de la transversalité. Enfin, c'est aussi une façon de les rendre actifs que d'aller. Ils ont des liens avec la FNEO, ils se voient entre eux, ceux qui sont impliqués dans la FNEO, mais je me dis, ça peut valoir le coup aussi de quand on se connaît entre enseignants dans une même discipline, Oui, de proposer des murs interactifs où il y a, voilà, qui sont ouverts pour les étudiants en commun, des choses comme ça. c'est vrai. C'est Et vrai. c'est bien intéressant ouais, de faire des approches comparées avec le Québec. Moi, je me régale à faire ça avec Judith Labonté. Et c'est très chouette ouais, parce qu'on a des idées préconçues mutuelles sur Tout à les fait. différents fonctionnements. Mais merci, ouais, c'était très chouette. Bah, ouais. Mais c'est vrai qu'au Québec, c'est pas les. Enfin, bon, déjà, les universités ont d'autres moyens qu'en France. Donc ça, mine de rien, ça fait aussi beaucoup parce que bah, quand je demande est-ce que il y a quelqu'un qui peut venir m'aider à donner cours parce que j'ai besoin de faire des groupes, bah, il y a quelqu'un qui vient. Enfin, donc il y a plein de choses qui sont possibles et parce qu'il y a plus de moyens, très probablement, parce qu'il y a aussi plus de personnes qui sont dans les universités, enfin dans les départements. Et puis les étudiants, ils n'ont pas les mêmes habitudes qu'en France aussi, donc ça demande aussi des adaptations. Puis voilà, mais oui, oui, c'est c'est très intéressant de comparer les techniques d'enseignement en France et au Québec, puis de voir les réactions des étudiants aussi, ouais, complètement. Est-ce que les enseignants, bonjour Claire et tout le monde, est-ce que les enseignants au Québec enfin en orthophonie en particulier, mais en santé, sont formés à la pédagogie? Parce que moi, c'est la question que je me pose depuis extrêmement longtemps. J'ai enseigné, j'ai effectivement essayé de me former plus ou moins à droite à gauche. À l'époque, bon, hein, il y a des choses que tu disais que j'utilise, d'autres, puis je les trouve géniales. Mais en fait, on veut enseigner, et puis quand on se trouve confronté à enseigner, si on ne se pose pas de questions, ça va, bon, pas de problème peut-être mais sinon, c'est vraiment une question et on n'est pas formé en fait. On est quand même nombreux et nombreuses à former, à enseigner et on n'a rien de base hein, si on n'a pas pensé les choses. Et je pense qu'on est maladroit sans le vouloir. Et puis on perd du temps aussi, perd de l'énergie, hein. Mm. Tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, ça me questionne beaucoup aussi parce qu'on a l'impression que c'est comme si on se disait, bah, en fait, vous avez tous été à l'école, donc vous savez enseigner comme si c'était pas un vrai métier, là. Mais si, c'est un vrai métier. Enfin, je veux dire, on fait pas la même chose. Moi, je fais pas la même chose quand je suis orthophoniste et puis quand je suis enseignante. Oui, mon expérience d'orthophoniste me sert, mais on fait tout à l'intuition. Et puis l'intuition, c'est super, là, parce qu'on a souvent des très bonnes intuitions.
Mais n'empêche qu'il y a aussi des fois où ben, nos intuitions, c'est pas forcément les bonnes. Là, ce que je vous disais, les cas cliniques, enfin tout ça, enfin les bonnes. Ça va pas être délétère pour les étudiants, mais il y a quand même des choses qui peuvent être organisées différemment. Au Québec, il y a quand même beaucoup plus de propositions de formation. Donc, tu vois, le CPU, là, je sais plus comment ça s'appelle, nanana, de pédagogie universitaire, la cellule de pédagogie universitaire, le centre. Ah ouais. Ce truc-là, bah, il propose plein de choses. Tu sais, tu peux, si tu as une question, tu peux les contacter. Tu peux aussi, il propose aussi des webinaires sur, je sais pas moi, comment favoriser les interactions dans vos cours. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, on aurait besoin d'être soutenu dans notre ingénierie pédagogique et donc d'avoir du temps pour construire ce cours-là. Moi, à Strasbourg, j'ai bénéficié de l'IDIP, nanana, pédagogique, voilà, c'est tout ce que je me souviens. Et donc, ils m'ont aidé à construire un cours que je donnais en présentiel en France. Puis quand je suis partie au Québec, je l'ai transformé en format hybride. Et ils m'ont vraiment aidé dans l'ingénierie pédagogique. Puis je leur ai dit, mais pourquoi on ne sait pas que vous existez? Et elle me dit, oui, mais tu sais, c'est parce que vous êtes chargé de cours, enfin, vous êtes vacataire. Et là, je dis, bah oui, mais en fait, justement, les vacataires, ils donnent peu de cours. Donc, ils ont encore peut-être plus besoin d'aide que les autres. Enfin, je sais pas là, mais voilà, donc moi j'ai pu bénéficier de ça et puis n'hésitez pas quand même à solliciter les universités, mais c'est sûr que c'est tellement un millefeuille administratif pour trouver la bonne personne, mais il y a quand même des ressources effectivement. Voilà, et puis il y a des choses qui sont vraiment, enfin comme je disais au Québec il y a plus de moyens, puis il y a plus de personnes pour aider en fait les chargés de cours, donc voilà. Mais malgré tout, bah, les gens qui commencent bah, ils y vont aussi souvent au feeling parce que bah, il faut créer tout le contenu. Et puis souvent au départ, on se dit mais qu'est-ce que je vais raconter déjà dans mon cours? Et puis on est très focalisé sur le contenu. Puis une fois qu'on est meilleur sur le contenu, on commence à penser aux stratégies. Mais voilà, mais peut-être qu'on peut le penser au départ aussi, en fait. Voilà. Je la ramène encore, hein, mais je confirme, en tant que vacataire, moi, j'ai appris énormément avec le MOOC Formansup. Enfin, j'ai tout changé après ce truc-là, mais c'est de l'initiative personnelle, c'est du temps personnel. Personne m'a payé pour ça, là. Et l'université où je travaille, il y avait des temps de concertation avec un peu de formation à la pédagogie, mais il fallait que j'y aille et j'étais ni indemnisée ni payée. Et c'est à 1 heure et demie de chez moi. Donc je dis bah désolée, mais non merci. Et voilà, ça rejoint le statut en général des vacataires en orthophonie en France. Il y a des vrais problèmes de rémunération de tout ce qu'on fait pour, alors que tout repose sur nous en fait. S'il n'y a pas de vacataires, ça marche moins bien tout de suite. Évidemment, évidemment. Après, bah, mon master 2 en pédagogie, c'est pareil, je l'ai fait à Strasbourg, donc c'était intéressant, mais ça m'a demandé un investissement personnel important, tant en termes financiers que de temps, que de, bah, enfin voilà. Mais bah, je suis très contente de l'avoir fait, mais c'est sûr que je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas forcément envie de faire ça et puis qui préféraient avoir du soutien, bah, pas juste parce qu'ils donnent cours et puis ce serait bien normal. Donc voilà. Mais vous voyez, il y a des choses qui existent. Puis j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus, puis de proposer des cours à vos étudiants. Et puis je vous dis de faire ça, c'est beaucoup moins embêtant que de donner un cours magistral pendant 3 heures, hein, parce qu'au bout des 3 heures, vous êtes au bout de votre vie. Hein, vous êtes là, enfin je dis trois, mais moi je donnais souvent des cours de 3 heures, mais même deux. On est fatigué, on a l'impression que les étudiants, ils n'ont pas forcément écouté. Enfin voilà. Alors que si on leur propose des stratégies comme celle-là, bah, tout le monde se sent bah, plus actif en fait. Puis vous, ça vous permet de vous reposer à certains moments, entre guillemets. Hein, parce que en réalité, je vous dis là, faire les synthèses, quand vous avez le mur qui s'affiche et que vous faites la synthèse, bah, c'est pas simple. Mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et de prendre du temps pour ça, pour que les étudiants, ils se disent pas, bah, en fait, elle nous fait juste travailler nous, et puis elle fait rien. Alors, bien sûr que c'est pas effectivement ça qui se passe, mais les synthèses sont importantes pour avoir l'expertise de l'enseignant. Voilà. Et ben, si vous n'avez plus de questions, je vous dis, moi, je vais retourner me coucher. Euh, Non, je vais aller boire un café et je ferai la sieste cet après-midi. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Puis j'espère à bientôt au Merci Merci Québec. beaucoup, Claire. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci Claire. Merci beaucoup. Bonne journée.